Britanniques retracent un conflit vieux à présent d'un quart de siècle qui aura divisé durablement et stérilement les deux grands peuples du Maghreb, marocain et algérien. À l'origine, il y a le partage du vieux royaume chérifien au début de ce siècle en un domaine français et quelques compensations pour l'Espagne, dont le petit morceau côtier du Sahara face à l'archipel des Canaries. À l'arrivée, on trouve l'importance, très surestimée, des phosphates locaux et la montée aux extrêmes de l'affrontement. D'un côté, le Maroc pro-occidental est ulcéré de devoir se battre pour un petit bout de désert incommensurable avec la part dévolue à l'Algérie. De l'autre côté, l'Algérie est celle de Houari Boumedienne, identifiée au nasserisme pro-soviétique déjà déclinant ailleurs. Elle a décidé d'infliger à son rival de l'Ouest une humiliation définitive. Et au milieu, la tribu vigoureuse et guerrière des Réguibats, installée à cheval sur la frontière entre la colonie espagnole et le Sahara algérien, décide, elle, de se battre pour créer un émirat indépendant du phosphate, protégé par l'Algérie et secondairement par l'Union soviétique. Des gauchistes marocains et mauritaniens viennent compléter le tableau en encadrant cette levée tribale traditionnelle. Le Polisario est né. S'il remportera longtemps des succès militaires incontestables, le Polisario et ses parrains de la sécurité militaire algérienne auront pourtant sous-estimé gravement le patriotisme sans faille d'un Maroc qui se considère dans son bon droit. Et 25 ans plus tard, le conflit du Sahara aura réconcilié définitivement autour du drapeau national les partisans du roi et ceux du défunt Ben Barka qui gouvernent ensemble depuis 2 ans. L'Algérie de Bouteflika semble vouloir enfin se réconcilier avec ce Maroc en mouvement gouverné par des socialistes. Les Réguibats conservent leur drapeau, quelques-uns de leurs chefs, mais à l'heure qu'il est, peu d'espoir dans leur base algérienne de Béchar. Pendant 16 ans, 2 armées se sont livrées une guerre sanglante pour le contrôle du Sahara occidental, une des régions les plus inhospitalières du monde. D'un côté, les combattants du Front Polisario, le mouvement indépendantiste. Et de l'autre, toute la puissance militaire du Royaume du Maroc, résolu à garder un territoire qu'il occupait depuis 1975. Lorsque les combats se sont arrêtés en 1991, la guerre du Sahara occidental avait coûté des milliards de dollars et des milliers de vies. Les habitants de ce territoire, les Sahraouis, devaient alors se prononcer par référendum sur leur avenir. Ce serait ou l'indépendance ou l'intégration au Maroc. Mais depuis, ce référendum n'a cessé d'être reporté. Les Sahraouis n'ont toujours pas voté, et tant qu'ils ne l'auront pas fait, le conflit ne sera pas résolu et cette guerre oubliée pourra se rallumer à n'importe quel moment. Avant la guerre, le Sahara occidental était la dernière colonie d'Afrique. Aujourd'hui, ce foyer de tension est le dernier acte inachevé du long drame que fut la décolonisation de ce continent. Une tragédie née d'un désaccord profond sur l'identité du peuple sahraoui et sa relation à la monarchie marocaine. Il faut quand même savoir que le Maroc est né et a été formé et a évolué à partir du Sahara. Toutes les populations marocaines, toutes les tribus marocaines sont venues du Sahara pratiquement. On trafique avec le Sahara. Les dynasties marocaines, l'État marocain s'est formé à partir des tribus qui nomadisaient dans le Sahara. Mais pour le Front Polisario, le peuple sahraoui n'a rien à voir avec le Maroc. Toute son histoire, toute sa tradition font de la population du Sahara occidental un peuple spécifique, parfaitement distinct de ses voisins. Cette spécificité est réelle et il n'est pas besoin d'autre justification pour affirmer que le peuple sahraoui est un peuple en soi. Et de fait, la résistance des Sahraouis à l'occupation, d'abord par les Espagnols puis par les Marocains,
démontre à elle seule que ce peuple a le droit à l'autodétermination. C'est en tout cas la conviction du chef du Polisario. Trois éléments fondamentaux fondent la revendication d'indépendance des Sahraouis. D'abord, historiquement, notre pays a toujours été indépendant. Ensuite, le peuple sahraoui, au même titre que n'importe quel autre, aspire à la liberté, à l'indépendance et une identité nationale. Enfin, le troisième, de nature juridique, découle de notre légitimité internationale. Au début du siècle, la France était la principale puissance coloniale du Maghreb. Elle était présente en Algérie, en Tunisie et dans les territoires du sud du Sahara. Parallèlement, elle avait signé avec l'Espagne un traité sur le Maroc et une série d'accords qui morcelaient le territoire. Les frontières du Sahara ont été tracées dans les bureaux diplomatiques de Paris et de Madrid. Les diplomates français disant aux Espagnols, vous occuperez à tel endroit, l'altitude 11, enfin, j'ai pas le texte en tête. Ça a été fait à Madrid et à Paris. L'Espagne se retrouva ainsi avec le Rif au nord, la bordure côtière, Ifni et la zone environnante, et la région de Tarfaya, au sud de l'Oued Draa. Elle s'assura aussi les régions de Sakia El Hamra et de Rio de Oro, qui ensemble allaient former ce qu'on appelle le Sahara occidental. De son côté, la France prenait la plus grande partie du territoire marocain. À partir de l'occupation de l'Afrique noire, les puissances coloniales ont commencé à grignoter ce qu'on appelait à l'époque l'empire chérifien. Aucun pays n'a été dépecé par le colonialisme comme l'a été le Maroc. Ne serait-ce que pour la raison que le Maroc est le dernier pays au XXe siècle à subir la colonisation. Encore ce terme est impropre, étant donné qu'il a subi le protectorat. Sous le régime du protectorat, le sultan conservait le gouvernement du royaume, le véritable pouvoir appartenant au général Lyautey, le premier résident général. Celui-ci souhaitait que l'économie se développe et que la France en profite. Mais il commença par écraser la rébellion des tribus. On appela ça la pacification. Les Espagnols, en revanche, s'intéressèrent bien moins à l'économie, mais se heurtèrent à une opposition tribale farouche. La guerre du Rif commença en 1921 par une cinglante défaite infligée aux forces espagnoles. Il fallut les armées conjuguées de l'Espagne et de la France pour venir à bout de cette rébellion. C'est Lyautey qui commanda les opérations, avec côté espagnol un jeune officier qui allait plus tard faire parler de lui en politique espagnole, Francisco Franco. Dans les années 30, les Espagnols pénètrent plus avant au Sahara occidental et recrutent des troupes nomades pour patrouiller dans une région de la taille de la moitié de l'Espagne. Jusqu'en 1934, la France et l'Espagne subissent régulièrement des raids de la part des Sahraouis. On chevauchait de nuit vers l'endroit où ils étaient. On attendait l'aube et on attaquait. On les attaquait avant qu'il fasse jour. On tuait les étrangers et on récupérait leur équipement et tout ce qu'ils avaient. Mais cette résistance sahraoui finit par être vaincue lorsque les forces espagnoles occupent les points clés de la région. L'Espagne fonde une nouvelle capitale coloniale, La Ayoun, et pour la première fois contrôle entièrement le territoire. Et son intérêt pour celui-ci s'accroît soudain lorsqu'on y découvre d'immenses quantités de phosphate qu'elle s'empresse d'exploiter. Dès lors, l'économie du Sahara occidental reposera sur deux piliers, les phosphates du sous-sol et les poissons de l'océan. En 1950, Franco vient ici en voyage officiel. Le calme règne à peu près dans la région
et la construction de la nouvelle capitale avance bien. À mesure que les Sahraouis y affluent pour trouver du travail, leur mode de vie traditionnel commence à changer. Le passage directement de nomadisme à l'école, qui était une école étrangère, apprendre une langue qui n'était pas la mienne, c'était un choc psychologique important. Et je me demandais en tant que petit, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce pays qui est à la fois le mien et à la fois dominé par des étrangers. C'était une préoccupation. Je me suis adapté vite à la vie. Je suis devenu un petit espagnol. Mais c'était d'autres gens qui vivaient avec nous, qui décidaient pour nous, qui nous administraient sans notre volonté et qui nous prenaient en charge et qui parlaient à notre nom. C'était un colonialisme paternaliste, comme on disait, et les Sahraouis en ont tiré beaucoup d'avantages. Des emplois rémunérés, les chefs de tribu et leurs suites ont été payés par l'Espagne, des pensions ont été données aux veuves et aux nécessiteux. Tout cela était très paternaliste et visait avant tout à éviter tous les problèmes. Mais cette belle tranquillité est sur le point de voler en éclats. En 1951, le Maroc voisin s'embrase. Émeutes et manifestations éclatent dans de nombreuses villes. Et 2 ans plus tard, la France exile le sultan Mohamed V. La vague de ferveur nationaliste balaie toute l'Afrique du Nord-Ouest. Et en 1954, la guerre d'Algérie commence. Huit années sanglantes, qui ne s'achèveront que par les accords d'Évian et l'exode massif des Français. En 1955, une deuxième armée de libération se constitue au Maroc. Ne pouvant faire face à 2 guerres coloniales à la fois, la France se résout alors à autoriser le retour du sultan. Vous avez le retour de Mohamed V qui a été pour nous un tonnerre. Tout le monde dansait dans les rues, tout le monde dansait sur les routes. Le peuple entier dansait. Le peuple entier était transporté. Le 2 mars 1956, la France reconnaît l'indépendance du Maroc. Le mois suivant, l'Espagne accepte de renoncer à son protectorat du Nord, mais maintient sa présence dans les villes côtières de Ceuta et Melilla. Elle garde aussi Ifni, Tarfaya et le Sahara espagnol. Après la signature de l'indépendance, Mohamed V prend le titre de roi. Et l'une des premières choses qu'il fait est de neutraliser la menace potentielle que constitue l'armée de libération nationale, qui contrôle maintenant la plus grande partie du pays. Ces combattants sont intégrés à la nouvelle armée royale sous le commandement du prince héritier Hassan. Mais tous les guérilleros ne disparaissent pas. Dans le sud, beaucoup considèrent que le combat anticolonial n'est pas terminé. Nous étions d'accord pour que la lutte continue jusqu'à ce que tout le Maghreb soit indépendant. D'où notre décision d'aider la révolution algérienne. Une armée de libération pour libérer et unifier le sol sahraoui était le seul moyen de détourner les Français de la révolution algérienne afin de soulager cette dernière. Les chefs de l'armée de libération poussent également la population du Sahara espagnol à se révolter et à chasser tous les colonialistes. Beaucoup entendent cet appel et constituent des unités de guérilla.
Leurs premières cibles sont les postes militaires français le long de la frontière algérienne. Nous avons attaqué Oumel Achar et l'avons occupé. Nous avons tué le lieutenant et son sergent et fait prisonnier 22 soldats. Ces attaques contre les Français encouragent les Sahraouis à étendre la guerre à des objectifs espagnols au Sahara occidental. Les Espagnols ne sont entrés en guerre qu'en 1958. Avant, nous combattions seulement les Français. C'était eux que nous visions, en Algérie, tout comme au Sahara. La France et l'Espagne sont maintenant résolues à éliminer l'armée de libération une bonne fois pour toutes. Une campagne conjointe, baptisée Écouvillon, menée par des parachutistes et des unités motorisées, porte à la guérilla des coups meurtriers. Les avions arrivaient de jour, nous bombardaient, tuaient des gens et repartaient. C'est arrivé dans le Wadi là-haut. Les gens ont fui à pied et ont couru se cacher sous les arbres pour qu'on ne les voie pas. Il y a eu des blessés et des morts. Ceux qui sont morts n'ont pas compris ce qui leur arrivait. L'armée de libération est anéantie, mais cette campagne a réveillé l'intérêt du Maroc pour la région. En 1958, alors que l'opération Écouvillon se poursuit, le roi Mohamed V précise pour la première fois très clairement les intentions du Maroc, à l'occasion d'un discours prononcé à Mhamed, une petite ville du sud. Mais le roi n'est pas le premier à défendre l'idée d'un grand Maroc. Le combat pour l'indépendance a été mené depuis 1943 par le parti de l'Istiklal. Lorsque son chef, Alal El-Fassi, revient d'exil en 1956, il appelle à l'annexion de territoires bien au-delà des frontières d'alors. La population était très favorable à ces revendications et la monarchie alaouite ne pouvait pas laisser la totalité du bénéfice de cette faveur populaire au parti de l'Istiklal. Donc, quels sont ces territoires? Il y a une partie du Sahara, le Sahara espagnol, le nord-ouest du Mali, la Mauritanie et les enclaves d'Ifni, de Ceuta et de Melilla. La revendication du Sahara espagnol va aussi lui servir à créer un consensus autour du trône. Elle va très rapidement récupérer cette théorie du Grand Maroc et la faire sienne. Mohamed V, le libérateur, ne verra pas se réaliser son rêve de Grand Maroc. Le 3 mars 1961, son fils Hassan est proclamé roi. Mais lorsque celui-ci jure d'exaucer le rêve de son père, il n'imagine sans doute pas le prix qu'il lui faudra payer. Les années 60 sont marquées par une grande sécheresse au Sahara, avec des conséquences dramatiques pour les Sahraouis et leur mode de vie nomade. Dans la fin des années 60, le Sahara a été marqué par une sécheresse horrible qui a appauvri des milliers de gens qui étaient riches. Des gens qui avaient des milliers de chameaux et qui d'un jour à l'autre, ils n'avaient plus rien. Mais ce sont des gens nobles. C'était des gens nobles, très nobles, depuis des siècles. Et que du jour au lendemain, ils étaient dans des baraques, dans des bidonvilles, dans la banlieue de Laayoune, ou à Dakhla, ou à Smara. C'était déchirant, c'était frustrant, c'était horrible. Beaucoup de Sahraouis se retrouvent brutalement au contact d'une culture radicalement différente. S'ils veulent survivre, ils doivent s'adapter à un nouveau mode de vie.
on était en train de vivre une adaptation rapide au monde moderne, une coexistence avec le pays occupant, une connaissance chaleureuse, humaine des gens. Et à la fois, on était inhibé dans notre souhait de devenir nous-mêmes. Mais pour une poignée de jeunes, c'est une occasion. Et à la fin des années 60, une petite intelligentsia très influente commence à émerger. Les idées politiques ne sont exprimées que beaucoup plus tard, par la conjonction de deux éléments importants. D'abord, l'émergence d'une élite d'origine sahraoui au Maroc, et puis l'émergence de l'élite du Sahara occidental elle-même. Et moi, j'étais parmi les premiers de cette élite. Et à ce moment-là, il y a eu l'expression des revendications politiques claires. La première, c'est le fait que nous étions colonisés par une puissance étrangère et que nous ne voulions pas de ces faits. Et la deuxième, c'était le choix. Est-ce que nous sommes des Marocains ou est-ce qu'il y avait d'autres possibilités, comme par exemple l'indépendance? C'était le déchirement des élites sahraouies. Le 11 mai 1967, les autorités espagnoles annoncent la mise en place d'une assemblée, la JEMA. Mais il ne s'agit que d'un organe consultatif, toutes les décisions restant du ressort du gouvernement espagnol à Madrid. Dès 1960, le mécontentement des Sahraouis prend des proportions importantes. Une délégation rencontre l'administration espagnole, mais se heurte à une indifférence polie. Résultat, une grande manifestation. Les Espagnols n'ont pas accepté, ils ont cru que c'était une rébellion et ils l'ont traité en conséquence. Et il y a le choc, ils ont envoyé la Légion, ils ont tiré sur la foule. Et c'était le premier martyr. Pour eux aussi, ça a été un choc. Ils ont vu que l'ensemble de la population rejetait la situation qui prévalait et ils ne savaient pas, ils étaient désorientés, ils ne savaient pas comment s'en prendre au problème. À ce moment, le 17 juin, c'était un mercredi 1970, disons qu'il y a eu le divorce définitif. Tous ces événements ont beaucoup contribué à créer un climat général de frustration et de résignation. Les Sahraouis ont eu le sentiment qu'ils n'obtiendraient pas leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance par des moyens pacifiques et la négociation. Un groupe d'étudiants sahraouis au Maroc prend alors l'initiative de créer le Front Polisario, le front de libération de Sakia El Hamra et du Rio de Oro. Le mouvement est lancé le 10 mai 1973. Son chef charismatique est Al-Weli Mustafa Sayed, un ancien étudiant en droit issu d'une famille nomade. Il a alors 25 ans. L'idéologie du Polisario, avant tout, permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Mais pour les Marocains, le Polisario est à la fois une invention espagnole et un instrument au service des ambitions de l'Algérie dans la région. Je vous dirais sincèrement que le Polisario est une création de l'Espagne et aidé par les Algériens et par les pays qui étaient opposés à ce que le Maroc recouvre sa souveraineté sur le Sahara, comme la Libye. Peu après sa création, le Polisario lance sa première attaque contre un poste militaire espagnol et tue plusieurs soldats. C'était un défi. L'opération a été menée par un petit groupe sans aucune préparation, sans la moindre expérience du combat, et armé seulement de vieux fusils. La plupart des groupes n'avaient ni armes, ni moyens logistiques pour lutter.
le front se développe si rapidement et si soudainement que les autorités espagnoles sont cueillies par surprise. Dès 1974, la pression des attaques du Polisario, conjuguée aux appels répétés de l'ONU à la décolonisation, contraignent le gouvernement espagnol à revoir sa stratégie. En juillet 1974, Franco a décrété qu'il y avait un État sahraoui. Évidemment, cet État n'avait d'État que le nom, c'était un État artificiel qui allait être, d'une manière ou d'une autre, à la solde, qui allait rester à la solde de l'Espagne. Le lendemain déjà, Sa Majesté Hassan II prend position et il déclare que le Maroc luttera pour son unité. Pendant que Madrid et les Nations Unies exigent un référendum, le roi du Maroc s'assure l'appui de la Mauritanie, qui a aussi des prétentions sur le Sahara occidental, pour saisir la Cour internationale de justice. Le gouvernement espagnol, obéissant aux injonctions de l'ONU, ne peut donc que mettre le dossier en attente. Le statut n'a pas abouti car nous avons dû ajourner sa promulgation. Et il a fallu l'appliquer pour ainsi dire clandestinement, car le Maroc nous faisait un scandale. Il ne pouvait souscrire à un processus qui aboutirait à la création d'un pays indépendant, échappant à son contrôle. C'est le Maroc qui a empêché le référendum en saisissant la Cour internationale de La Haye. S'il ne l'avait pas fait, nous aurions organisé le référendum. Et tout le problème du Sahara occidental aurait été résolu il y a 25 ans. En mai 1975, les Nations Unies envoient une mission d'enquête à Laayoune, la capitale coloniale. La délégation est accueillie par un débordement de passion nationaliste orchestré par le Polisario, et l'ONU recommande sans hésitation que les Sahraouis soient les arbitres de leur propre avenir. Les Espagnols vivant à Laayoune, les militaires et les fonctionnaires gouvernementaux ont été absolument stupéfaits. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Et moi-même, en tant qu'Espagnol, j'étais très heurté lorsque j'ai appris que des Sahraouis criaient « À mort l'Espagne » devant la délégation des Nations Unies. Pendant ce temps, à La Haye, la Cour internationale examine le dossier du Sahara occidental. Il a été présenté de telle façon que ce ne sont plus les aspirations de la population sahraoui qui détermineront le destin futur du territoire. Ce sera uniquement une question d'histoire. Est-ce que celui-ci a appartenu au Maroc avant l'époque coloniale? Le premier arrêt porte sur le statut du Sahara occidental avant l'arrivée de l'Espagne en 1884. Était-ce une terre n'appartenant à personne? Une terra nullius. L'Espagne a sorti une thèse absolument inouïe, que le texte historique qu'on trouve, en disant nous n'avons pas occupé une terre marocaine, nous avons occupé une terra nullius, c'est-à-dire une terre qui n'appartient à personne. Ce qui est absolument faux. D'anciennes européennes montrent une frontière sud du Maroc au niveau de l'Oued Draa. Pendant des siècles, la vallée du Draa a été considérée comme la limite naturelle du royaume. Mais le Maroc a soutenu devant la Cour que ces frontières avaient été tracées par les puissances coloniales, alors que les revendications marocaines se fondaient sur l'idée d'un État islamique s'étendant jadis très loin dans le Sahara. Mais ces liens entre le Sahara occidental et le royaume du Maroc sont-ils des liens de souveraineté? Telle est la deuxième question soumise à la Cour. Le 16 octobre 1975, après 12 mois de délibérés, les juges se prononcent. La Cour a rendu son arrêt stipulant que ni le Maroc, ni la Mauritanie ne pouvaient revendiquer une souveraineté historique sur le territoire du Sahara occidental et le peuple sahraoui. Mais la Cour dit aussi qu'il y a eu des liens d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus sahraouis. Et à l'époque, n'est-ce pas, pendant des siècles et des siècles, quelles étaient les relations entre les gouvernants et les gouvernés, si l'on peut dire? C'était des liens d'allégeance. C'était des liens d'allégeance. Les choses n'étaient pas aussi précises qu'elles le sont actuellement sur le plan du droit international. Donc, la Cour a reconnu qu'il y avait des liens. Toutefois, précise-t-elle, ces liens n'affectent en rien le droit du peuple sahraoui à décider lui-même de son avenir. Et le roi du Maroc choisit alors de prendre lui-même les choses en main.
Le jour même où l'arrêt est rendu, il appelle 350 000 volontaires de tout le pays à venir se masser à la frontière pour une spectaculaire manifestation en faveur de l'annexion du Sahara occidental. Une manifestation que le roi baptise Marche verte, la couleur de l'islam. Il y a des années que Hassan II rêve d'intégrer le Sahara espagnol au Grand Maroc. Et cette fois, il pense l'heure venue. La monarchie avait des problèmes sociaux qu'on voyait au Maroc, avec des grèves estudiantines, des grèves ouvrières, et surtout l'armée qui, par 2 fois, essaye de tuer le roi. Alors il a des impératifs, c'est se maintenir sur le trône, sauver son régime, faire des ouvertures dans le sens de l'opposition, et surtout dépolitiser l'armée, c'est-à-dire l'éloigner des centres de décision politique. Je crois que c'est faux. Et la preuve, c'est que l'armée n'a jamais suivi les quelques éléments isolés. Donc, la démonstration a été faite par la suite que le roi n'avait pas besoin de la question du Sahara pour asseoir son autorité. Son autorité n'était contestée par aucun Marocain. Et ça, je peux vous l'assurer. الأرضية ديالنا وحجاج امتلاكنا للصحراء هذا من باب الخيال. ما بقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم. Quand j'ai entendu l'appel de Sa Majesté le Roi, Dieu lui accorde la victoire, à la radio, je me suis mise à pleurer. J'étais à la fois troublée, heureuse, surprise, et j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit à mon mari que je voulais aller rejoindre mes frères sahraouis. Et il m'a dit, tu ne peux pas, il doit y avoir des hommes là-bas. J'ai répondu, j'irai, même si tu dois me répudier. Nous regardions la télévision marocaine avec des amis lorsque le roi a annoncé la marche verte. C'était un mois avant. Je m'en souviens très bien. Il a donc annoncé la marche et tout expliqué. Et je me suis demandé, qu'est-ce que ça signifie? C'est bizarre. 150 000 personnes qui vont venir comme ça, sans tirer un coup de fusil, simplement passer un moment avec les Espagnols. Et tout cela sera parfaitement pacifique. À quoi ça rime? Au cours d'un conseil de ministres extraordinaire qui s'est tenu au Palais Royal une nuit de Ramadan, le 5 octobre, dans une salle qui par la suite a pris le nom de El Masira. C'est la salle d'El Masira, c'est-à-dire la salle de la marche verte. Et là, c'était évidemment, tout le monde était surpris, nous étions tous surpris. Nous avons prêté un serment de garder le secret. Et Sa Majesté nous a fait l'exposé de son projet, de sa vision. On a reproché à nos services de renseignement au Maroc d'avoir échoué, ceux de notre état-major, du ministère des Affaires étrangères, même ceux des plus hautes instances gouvernementales. Mais personnellement, je ne parlerai pas d'échec, car il semble que le roi Hassan n'ait même pas informé son Premier ministre. Il a lancé la marche verte et ne s'est préoccupé qu'ensuite de son organisation. Si les services secrets espagnols ne savent rien, la CIA, elle, semble beaucoup mieux informée de ce que le roi a en tête. Il m'a dit ce qui allait se passer bien avant qu'il le fasse, environ un an avant. Mais avant de me le dire, il m'a demandé ma parole d'honneur de ne rien répéter de ce qu'il allait me dire. Je la lui ai donnée. Il m'a alors décrit ce qu'il allait faire. Il m'a donné un livre épais comme ça sur l'organisation du ravitaillement de ces gens en vivres, en eau et autres.
et m'a demandé ma parole de soldat de ne le montrer à personne jusqu'à ce qu'il m'y autorise. Dans les 3 jours qui suivent l'appel du roi, 350 000 Marocains répondent, prêts à marcher. And will all 350,000 marchers, will all 350,000 marchers enter yes, in Sahara. In Sahara. Yes, yes. All of them. But in order. In order. Entre-temps, au Sahara espagnol, le Polisario s'est assuré une solide base populaire. Pourtant, les Marocains ne le prennent pas encore au sérieux. Pour eux, le résultat de la marche verte est une affaire strictement entre eux et les Espagnols. We decide to meet the Spanish army without arms, without rifles, without guns, without cannons. And maybe we will meet some contrebandiers. Smugglers. Maybe we will find some smugglers and we will treat them like smugglers. How is that, Your Majesty? How do you treat smugglers? I don't follow the... I think you named now Polisario, I think. Yes. Yes. For us, they are smugglers. What will happen? Will they be attacked? If they attack the march, will you attack them? If they attack the march? If they attack the march, we will eat them. Le roi Hassan sait que son projet bénéficie d'un puissant soutien. Washington voit en lui un allié sûr. Nous voulions avant tout la stabilité, et le roi incarnait cette stabilité. Nous pensions que de toute façon, le Maroc contrôlerait tôt ou tard ce territoire. Il lui avait été enlevé et lui reviendrait. Et nous pensions que ce serait un spectacle navrant que derrière la façade unie de l'OTAN se déroule là-bas je ne sais quelle guerre. Pour la France giscardienne aussi, le roi Hassan est une pièce maîtresse de sa politique africaine. Dès la fin octobre 1975, la marche verte semble avoir pris une tournure irrésistible. Les marcheurs continuent à affluer vers la frontière. C'est le début d'une campagne sacrée. Pendant qu'en face, 20 000 soldats espagnols ont juré de défendre le sol espagnol jusqu'à leur dernière goutte de sang, tandis que leurs officiers s'efforcent de convaincre les Sahraouis que leurs intérêts ne seront pas oubliés. El pueblo saharaui está muy preocupado. Primero, porque no comprende el por qué Marruecos quiere invadir su país. Segundo, el pueblo saharaui está muy tranquilo porque sabe que el ejército español se ha comprometido a defender estas fronteras. Él será para nosotros bebida de salvación. Y tercero, es que el pueblo saharaui, a mí, constantemente y en todos los sitios que voy a muchos, me piden armas. Quieren ellos colaborar con nosotros y dicen que ellos tienen aún más motivos que nosotros para defender estas fronteras. Mais les assurances du général de Salazar sonnent un peu creux aux oreilles de la petite communauté sahraoui de Laayoune, la capitale du Sahara espagnol. Car la rumeur d'un accord secret hispano-marocain commence à se répandre. Quand on a dit que l'Espagne pourrait s'entendre avec le Maroc et la Mauritanie pour brader notre pays, nous avons refusé cette idée. L'Espagne était aussi notre pays. Nous étions nés sous son drapeau. Nous en chantions les hymnes, nous en avions étudié la géographie, l'histoire, la littérature le mieux possible, et nous avions beaucoup appris d'elle. Mais alors que l'espoir d'un règlement pacifique s'envole, le gouvernement espagnol entame l'opération Golondrina. 20 000 personnes sont évacuées par mer et par les airs. شعبي العزيز غدا إن شاء الله ستخترق الحدود غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم
La marche verte, comment vous la décrire? Le matin, j'ai rempli un bidon de thé. J'ai rempli ma poche de sucre. Et nous sommes allés pour couper le fil. On a coupé le fil, certains sont revenus. Moi, je me suis lancé là-dedans. On a fait sa prière, comme avait dit Sa Majesté. On a embrassé ce sol, comme avait dit Sa Majesté. Et nous avons foncé. C'était un tonnerre de pas. C'était le feu dans les entrailles. C'était la fatigue, mais gagnée. La veille, il y avait un vieux. Il y avait un vieux qui n'en pouvait plus, mais je l'ai trouvé ce jour-là comme une gazelle en train de courir. Il y avait des jeunes filles qui avaient mal aux pieds à saigner et qui marchaient. Nous aurions assumé une grave responsabilité si nous avions tiré sur cette masse de gens. Ça aurait pu être un terrible massacre. Ça aurait été une tragédie pour l'Espagne si nous avions tiré sur eux. Nous avons tout fait pour l'éviter. L'Espagne a vu que d'un côté, il leur était difficile de tirer sur un peuple pacifique de femmes, d'enfants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait 35 000 femmes, 10% des marcheurs étaient des femmes. Donc, ils étaient dans l'obligation de procéder à des négociations. De fait, 2 jours avant la marche, le gouvernement espagnol a envoyé le ministre de la Présidence, Caro Martínez, pour passer un accord avec le roi. Caro, un homme direct qui ne mâche pas ses mots, est allé là-bas avec des propositions concrètes. Il faut arrêter cela. Ça peut se résoudre sans guerre. S'il y avait une chose que le gouvernement craignait par-dessus tout, c'était bien une guerre au Maroc, qui n'aurait eu aucun sens, puisque de toute façon, nous partions. La lettre du 8 novembre 1975 dit « Majesté, je suis venu dans votre noble pays au nom du président du gouvernement Don Carlos Arraiz Navarro. Votre Majesté veuille bien considérer mettre un terme à la marche verte et rétablir le statu quo. L'Espagne reprendra alors les négociations tripartites avec le Maroc et la Mauritanie pour aboutir à une solution définitive du problème saharien. » وأنها قد أدركت هدفها وأنها ولله الحمد قد حققت ما كنا كلنا نحن وأصدقاؤنا ومحبونا ننتظر منه. Désormais sûr d'aboutir à un accord avec l'Espagne, le roi renvoie les marcheurs chez eux. Le pari a payé et il a tenu sa promesse de ramener le Sahara espagnol dans le giron du Maroc sans la moindre effusion de sang. À Madrid, l'Espagne accepte le partage de sa colonie entre la Mauritanie et le Maroc. Les Espagnols sont soulagés de leur fardeau colonial, mais le Polisario considère que les Sahraouis ont été trahis. C'était une injustice faite au peuple sahraoui, et l'Espagne avait trahi ses engagements envers nous. Le ministre des Affaires étrangères espagnol avait à l'époque donné la parole d'honneur de l'Espagne de défendre le peuple sahraoui et son indépendance jusqu'à la dernière goutte de sang de la dernière vieille dame espagnole. L'armée marocaine entre à l'Ayoun. Certains Sahraouis participent aux festivités. ¿Hoy ustedes se sienten perfectamente integrados en el Marruecos? Naturalmente, porque es nuestro pueblo de origen y es el origen de nuestros abuelos y de bisabuelos, y es una cosa que entre toda la humanidad del mundo creo que es una cosa muy justa y es un gran motivo, vuelvo a decir. La fête continue, mais certains restent à l'écart.
¿Os gusta la fiesta que estáis celebrando? Desde luego, a mí no me gusta, porque es una fiesta que a mí no me conviene al pueblo saharaui. Y no me conviene ni me gusta tampoco esta fiesta. ¿Por qué crees que no conviene esta fiesta al pueblo saharaui? Porque el pueblo saharaui, como no le pertenece a Marruecos y pertenece solo al Frente Polisario, y todo saharaui que le corra sangre por las venas, no le conviene esta fiesta. L'armée marocaine prend possession du Sahara occidental, au milieu d'une farouche opposition du Polisario. Des milliers de Sahraouis fuient devant les troupes de l'envahisseur en direction de l'Est, à travers le désert. Quand les Marocains sont arrivés, je ne pouvais pas partir. Alors j'ai décidé d'envoyer les enfants seuls. J'avais peur en voyant tous ces gens égorgés autour de moi. On avait peur d'être kidnappés. Et donc on a pris la fuite. On m'a dit qu'il y avait des morts, que les Marocains avaient attaqué le Sahara. Beaucoup de gens se sont enfuis, ceux qui ont pu. C'était la panique. Les gens se bousculaient, fuyaient dans tous les sens. Si on partait d'un côté, on risquait de tomber sur les Mauritaniens et de l'autre sur les Marocains. Nous nous sommes réfugiés dans les montagnes et nous nous sommes cachés dans les ravins. Les avions nous bombardaient sans arrêt. Le jour où ils ont attaqué, tous les enfants étaient en train de jouer. Un avion nous a survolés à toute vitesse. Il dégageait de la fumée. Nous ne savions ni d'où il venait, ni de quel bord il était. Le Polisario célèbre l'avènement de sa nouvelle nation en exil, la République arabe sahraoui démocratique. Mais ils sont sans toit, déchus, réfugiés en Algérie, entièrement tributaires de la charité de leurs hôtes. L'assistance de l'Algérie au Polisario a été pratiquement totale. Ces gens-là sont arrivés en nombre important dans un état de dénuement total. Il a fallu, je crois, les vacciner, les installer dans un campement, les installer dans un lieu qui était hautement symbolique, qui était Tindouf, qui était un lieu de litige entre le Maroc et l'Algérie. Il a fallu leur donner des vêtements, des vivres, etc., avant que l'aide humanitaire ne puisse se mettre en place. En aidant le Polisario, le président algérien Ouari Boumedienne cherche à donner à l'Algérie une stature de puissance régionale, notamment vis-à-vis de ses grands rivaux d'Afrique du Nord, les Marocains, qui de leur côté craignent qu'ils ne se servent du Polisario contre eux comme d'une armée par procuration. Vous êtes obligé de, malheureusement, de vous mettre autour d'une table par quelqu'un qui était les guider. Pour nous, quand on parlait avec les gens de Polisario, on parlait avec les Algériens. C'était la politique algérienne, c'était le point de vue des Algériens. La cause de la liberté doit être défendue partout. Nous avons subi la domination française et nous les avons vaincus après une guerre très sanglante, qui est devenue un exemple pour nombre de mouvements de libération dans le monde. Et durant les années 60, nous avons accueilli beaucoup de ces mouvements de libération en Algérie. Angola, Mozambique, Cap-Verde, Guinée-Bissau et ANC, tous avaient leur siège à Alger, qu'on appelait à l'époque la Mecque des révolutionnaires. C'était donc une politique de la part de l'Algérie d'aider les mouvements de libération partout dans le monde. Et cette aide, le chef du Polisario, Al-Wali Mustafa Sayed, en a particulièrement besoin. Durant l'année qui suit l'annexion par le Maroc du Sahara occidental, le Polisario ne chôme pas. Il faut s'occuper des réfugiés en Algérie et en même temps organiser tant bien que mal une armée. Mais il y a une victoire possible. À défaut de vaincre le Maroc, qui l'a jeté dehors, il peut s'attaquer au plus faible de ses deux ennemis, la Mauritanie,
qui tient la partie sud du Sahara occidental. En juin 1976, une colonne du Polisario effectue un voyage de 1500 km vers le sud pour aller bombarder la capitale, Nouakchott. L'attaque contre la ville sans défense est un succès. Mais durant sa retraite, le Polisario subit un coup terrible. Les guérilleros sont cernés par l'armée mauritanienne. Dans la fusillade qui s'ensuit, des centaines de combattants du Polisario sont tués, dont leur chef, El Weli. Le Polisario se remet de cette défaite. Et dès 1978, ses attaques contre la Mauritanie commencent à porter à celle-ci des coups sévères. Beaucoup visent le train de minerai de fer reliant Zouérat à Nouadhibou, ce qui pénalise gravement l'économie mauritanienne. Le président de la Mauritanie, Ould Daddah, paie le prix d'une guerre impopulaire. En 1978, il est renversé et un an plus tard, la Mauritanie renonce à toute revendication sur le Sahara occidental. Le Polisario peut maintenant tourner toute son attention vers le Maroc. En 1979, la guerre atteint son paroxysme. Mieux équipé grâce à l'aide de la Libye, mais inférieur au Maroc en nombre et en armement, le Polisario a appris à exploiter au mieux ce qui fait sa force, les raids à travers le désert. Nous ne pouvions pas disposer du matériel dont disposait l'armée marocaine. Nous avons donc dû adopter une tactique de guerre à base de coups de main. Une guerre rapide. Une tactique que reflète à merveille la bataille de Egounia. Grâce à sa vitesse de mouvement, le Polisario réussit à prendre en embuscade une colonne marocaine de 250 hommes au milieu d'une grande plaine entre des collines. Les Marocains sont piégés. La plupart se retirent, mais 3 camions et 35 hommes sont cloués. Les combattants du Polisario fondent sur eux des deux côtés et la fusillade se fait quasiment à bout portant. 32 Marocains sont tués et l'équipement saisi est emmené. Les survivants sont faits prisonniers. En 1979, je pense qu'ils pouvaient caresser le rêve d'une indépendance réelle. Ils avaient, en tout cas sur le plan militaire, ils étaient tout à fait vainqueurs et ils maîtrisaient bien le terrain. Ils avaient toute la politique de Boumedienne derrière eux. L'Algérie était extrêmement puissante. Mais aux États-Unis, une nouvelle administration s'installe, animée d'une idéologie de guerre froide implacable. Une administration toute prête à aider puissamment un vieil ami dans le besoin. Nous étions inquiets car nous considérions que le Polisario était en quelque sorte le bras armé des Algériens, qui eux-mêmes étaient celui des Soviétiques. 95% de l'équipement militaire de l'Algérie, qui était bien plus important que tout ce qu'on a pu donner ou vendre aux Marocains, était soviétique. Nous avons donc pensé que les Algériens tentaient ainsi de s'assurer un port sur l'Atlantique. Et s'ils l'avaient, ce seraient les Soviétiques qui l'auraient. Les armes américaines sont évidemment une grande aide pour les Marocains. Mais en 1980, les combattants sahraouis se retrouvent confrontés à une arme nouvelle et potentiellement beaucoup plus dévastatrice. Ce mur a été construit par les Marocains en 1985 pour se protéger, car ils avaient perdu plusieurs batailles contre les Sahraouis. Ils l'ont donc construit pour contrer les attaques nocturnes et répétées dont ils étaient la cible. Ce long mur défensif a été conçu pour empêcher le Polisario de pénétrer au Sahara occidental et consolider le contrôle du Maroc sur le territoire. Entre 1981 et 1987, 6 sections sont construites.
s'étendant sur 2400 km depuis le sud marocain jusqu'à la frontière mauritanienne, et patrouillé par 60 000 soldats. Pour défendre ce mur, les Marocains sont largement tributaires de la technologie américaine. C'était un mur très sophistiqué, devant lequel le terrain était divisé en carrés, chaque carré pouvant être arrosé par un tir concentré d'artillerie. Il serait immédiatement ciblé. Et c'est évidemment très désagréable quand tout vous arrive dessus en même temps. C'est pas boum boum boum, c'est 50 obus d'un coup. En plus, il y avait dans ces zones des capteurs visuels et acoustiques. Et dès que les Marocains entendaient quelque chose, ils ouvraient immédiatement le feu, en général assez meurtrier. Le mur change le visage de la guerre. Au début, les Sahraouis sont piégés par ses défenses, même si par la suite, ils apprennent à le percer. Le mur était vulnérable aux attaques sur toute sa longueur. Pour cela, il positionnait plusieurs groupes d'intervention. Chacun d'eux avait pour cible une portion de mur et ne devait sous aucun prétexte se déplacer, même s'il voyait le groupe voisin être la cible d'une attaque et être submergé. Les principales villes et les zones stratégiques situées derrière le mur restent effectivement aux mains des Marocains. Mais le roi Hassan II ne parvient toujours pas à s'assurer la victoire. Et des deux côtés, on s'enlise le long de cette immense ligne de défense. Le Polisario lutte aussi pour se faire accepter sur le front diplomatique. En 1987, il est déjà officiellement reconnu par plus de 70 pays. Et lorsque l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, accorde le statut de membre à part entière à la République arabe sahraoui démocratique, les Marocains s'en vont. À New York, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies ont adopté plus de 20 résolutions appelant à la fin du conflit. Pendant 13 ans, malgré le coût humain, aucun des deux camps n'a accepté de traiter avec l'autre. Mais le réalisme politique et le fardeau économique que représente cette guerre finissent par pousser le Maroc et le Polisario à rechercher un règlement. Finalement, en août 1988, les deux parties acceptent un plan de paix proposé par le nouveau secrétaire général de l'ONU, Pérez de Cuellar. D'abord un cessez-le-feu, et ensuite un référendum d'autodétermination. Salué par le monde entier, ce compromis est la première proposition de règlement global ayant l'assentiment des deux adversaires. Et pourtant, les combats reprennent. Guerre dans le désert et joute sur le front diplomatique. En 1991, un mois avant que le cessez-le-feu entre en vigueur, l'aviation marocaine bombarde Tifariti. C'est le dernier acte d'un conflit de 16 ans. Les deux parties ont enfin admis que les Sahraouis décideraient eux-mêmes de leur avenir. Pourtant, même si les armes se sont tues, le vote a depuis lors été ajourné à de multiples reprises, et les polémiques à ce sujet ont jalonné les 8 dernières années. Aux dernières nouvelles, il est prévu pour juillet 2000. En attendant, une guerre, fût-elle oubliée, frappe toujours les plus vulnérables. Il y a ceux qui sont morts au combat, mais aussi les dizaines de milliers de réfugiés qui rêvent de rentrer chez eux. 24 années d'exil dans les camps ont vu toute une génération naître et accéder à l'âge adulte. Plus le temps passe, plus grandit l'amertume des Sahraouis et le nombre de ceux qui craignent que la seule réponse possible soit la reprise de la guerre du désert.
is building for today's match between